Et notre invité ce matin dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1, c'est Boualem Sansal. Bonjour et merci à vous d'être là. Bonjour à vous. Vous êtes écrivain, vous publiez aujourd'hui même chez Grasset La légende, libre méditation d'un prisonnier encombrant. Ce prisonnier, c'est vous, bien sûr. Le 16 novembre 2024, vous avez été arrêté en descendant de l'avion à Alger, emprisonné. Vous ne saviez pas pourquoi à l'époque. Finalement, pour terrorisme, atteinte à la sécurité de l'État, condamné à 5 ans de prison. Ce livre, c'est autant une œuvre littéraire qu'un acte politique, Boualem Sansal. Comment vous l'avez voulu? Comment vous l'avez écrit? Comme un coup de poing dans l'estomac pour ceux qui allaient vous lire? Non, c'était vraiment de manière tout à fait raisonnée. Moi, il était dès le départ dans mes intentions d'attaquer un jour M. Tebboune pour séquestration, kidnapping, Le président torture, algérien. etc. Ouais, c'est le président. Non, c'est pas le président algérien. Alors, C'est le chef de l'Algérie. Président, c'est voilà. Je ne lui reconnais pas ce titre de président. Il n'a pas été élu, il a été imposé par l'armée et il se comporte comme un vulgaire dictateur. Voilà. Donc je ne peux pas le reconnaître comme président. et il vous a pris en otage, Boualem Sansal? Voilà. Oui, mais moi je me considère que vraiment comme otage. On ne m'a administré aucune preuve de ce dont on m'accusait, terrorisme, espionnage, atteinte à la sûreté de l'État, etc. C'est 1000 trucs, accusations. Aucune ne repose sur rien du tout. C'est tout simplement une opération, une barbouzerie politique dans le conflit que le gouvernement algérien entretient avec la France pour des raisons qui sont les siennes. Hein. Et voilà, ils avaient besoin de moi, de Christophe Glaise, voilà. Christophe Glaise, dont on espère tous la libération, vous pensez qu'elle peut survenir rapidement? Moi, ça fait, oui, je pense que maintenant, on voit bien que c'est sincère ou pas, je n'en sais rien. Je ne crois pas que ce soit sincère. Bon, enfin, il y a un rapprochement des deux gouvernements et la meilleure démonstration que les choses vont on veut nous faire croire qu'elles vont dans le bon sens, c'est de commencer par libérer Glaise avant de discuter du reste. Voilà, c'est le premier geste. Je veux dire que c'est urgent. Je pense que le gouvernement gouvernement français devrait se montrer très intraitable sur cette question. C'est-à-dire que si le gouvernement algérien veut prouver qu'il est dans une démarche vertueuse, eh ben, il faut libérer Christophe Glaise. Commencez par libérer Christophe Glaise. La légende, c'est le surnom que vous ont donné les prisonniers qui vous entouraient à Coléa, dans cette prison d'Alger. Pour quelle raison ce nom a commencé à courir les couloirs de la prison et ce murmure? Quel espoir est passé en vous? Mais parce qu'il s'est passé quelque chose, moi j'ai découvert après. Moi j'ai été arrêté et mis au secret. Et donc, partout en Algérie, en France et partout, on se posait la question, où est passé Boualem Sansal? Alors les uns disaient, il a disparu, il est mort, il est peut-être malade, il est peut-être amnésique, enfin bref, chacun a échafaudé, y compris ma femme, qui ne savait pas du tout. Et puis, ce qui était qui pesait lourd dans l'affaire, c'est que mon téléphone ne répondait pas. Tout le monde m'appelait sur mon téléphone portable, et qui était fermé. Et donc, il y a toute une fantasmagorie qui pendant cette semaine, qui a nourri les imaginations, les imaginaires des uns et des autres. Et voilà. C'est là qu'est née la légende. C'est là qu'est née. Puis, donc, 8 jours après, le gouvernement, les autorités algériennes, me sortent de cette machin. Et me présente à la justice. Voilà. Médiatiquement, ça a été un coup formidable pour le gouvernement algérien. Et voilà. Donc, quand je suis arrivé en prison, ils ne savaient pas comment m'appeler. Ils m'ont appelé la légende. D'accord. Voilà. Mais vous ne viviez pas comme une légende. Vous viviez comme un homme normal, frappé par une injustice totale. Tout à fait normal. Mais ça m'a interpellé. Pourquoi m'ont-ils appelé Après, je me suis dit, je crois qu'ils ont fait un transfert sur moi. Ils se sont dit, c'est un opposant du régime. Derrière lui, il y a la France, il y a toute l'Europe. Le régime va tomber. Et si le régime tombe, on sera libéré. On sera libéré. Voilà. Et c'est comme ça. Donc il y a un transfert, tout simplement. Mais moi-même, j'ai fait ce transfert. Moi, je sais bien que je ne suis pas une légende. Mais pourquoi ils m'ont appelé la légende? Et moi-même, j'ai commencé à faire un transfert sur le comité de soutien de Boualem Sansal. J'imaginais... Votre phalange solaire, comme vous dites dans le livre. Disais, mais qui c'est ces gens-là et pourquoi ils font ça? Et c'était formidable. Et du coup, je commençais à vraiment me prendre au sérieux. J'étais Nelson Mandela, quoi. Je sais que vous ne le pensez pas. Cet comité de libération s'est activé beaucoup pour votre libération. Et ils avaient compris ce que vous vouliez. Vous ne vouliez pas de la grâce présidentielle de M. Tebboune. Vous vouliez être rétabli dans vos droits, ce qui n'a pas été le cas à Boualem Sansal. Mais le conflit était interne au comité. Donc il s'est créé un comité, je crois,
crois, à l'initiative d'Antoine Gallimard, Gallimard. Votre ancien éditeur. Voilà, et puis beaucoup de gens ont rejoint ce comité, mais très vite, entre eux, ils n'étaient pas d'accord sur la démarche. Il y a ceux qui disaient, bon, il faut faire un profil bas, et voilà, Boualem Sansal est entre les mains de ces gens-là, ils sont dangereux, ils peuvent le tuer, il est malade, et il faut y aller mollo. Et puis d'autres disaient, mais pas du tout, c'est des bandits, c'est exactement ce qu'ils cherchent. Si vous vous mettiez à genoux et que vous leur léchiez les pieds, il faut taper sur la table et les acculer, et peut-être même au besoin prendre des sanctions fortes, je ne sais pas, financières, politiques, je ne sais pas, fermer l'ambassade, voilà, rappeler son ambassadeur. Des gestes forts, en tout cas. Voilà. Et le comité s'est divisé en deux. Et moi, alors en prison, je ne comprenais pas. Et on me parlait d'un comité, et puis ensuite on me parle de deux comités. Et moi, je me suis dit, c'est fichu. Ceux qui me défendent n'arrivent pas à s'entendre. C'est clair. C'est clair. Et vous aviez peu d'informations dans cette prison. Aucune. Vous avez été torturé psychologiquement et physiquement, on le rappelle. Physiquement, non, c'est non, pas le mot torture, c'est plutôt des brutalités, quoi. Voilà, la petite violence de gardien qui vous pousse, enfin, ils aiment bien humilier aussi, je sais pas, c'est la nature humaine. Hein, c'est une dépossession du temps, une Ah non, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Voilà, on découvre que finalement, l'être humain, c'est quoi? C'est un paquet de temps. Il y a du temps en nous, du temps ancien, celui de notre enfance, notre temps présent, puis ce temps d'anticipation sur l'avenir, et ça s'est cassé. Et donc, du coup, vous n'avez plus de passé, vous n'avez plus de présent, vous êtes dans un couloir de temps, c'est à la minute, on vit à la minute. Ce qui est important, c'est maintenant. Le reste, on n'arrive même plus à imaginer. C'est terrible. La dépossession du temps, je crois que c'est un truc sur lequel il faut étudier. Il faut appeler, je sais pas, les spécialistes, des psychiatres, des machins. Et tout ça sans pouvoir lire, ouais. Sans pouvoir écrire. Vous dites que vous vous raccrochiez aux livres, aux poésies que vous saviez, voilà. et que vous récitiez dans votre tête. Faute de livres, parce que nous, on est les gens du livre. Hein. Sans le livre, on est rien du tout. Hein. Et c'est vraiment terrible. Hein. Et donc, j'avais lancé cet appel. J'avais demandé au gardien, au directeur, s'il vous plaît. Bon, c'est comme ça. Oui, si vous voulez un livre, on vous donne. C'est le Coran, puis des livres religieux. Bon, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je veux lire. Et, bon, rien. Mais quand même, j'ai lancé l'information dans la prison. Et puis les prisonniers, chacun dans son petit coin. Et finalement, j'ai reçu au moins 2 livres que j'ai lus avec un bonheur inimaginable. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Et puis Monterland, que j'adorais, que j'ai perdu de vue depuis des années. Et j'ai retrouvé Monterland que j'adore vraiment. C'était un des auteurs qui m'a beaucoup fasciné. Et puis pour une raison aussi que j'aimerais pouvoir raconter. Monterland, tout le monde le sait, était suicidaire, était pas bien du tout. Sa famille qui est très riche, le baladait d'un pays à l'autre pour qu'il retrouve un peu ses esprits. Et puis un jour, on lui dit, écoute, tu devrais aller à Alger, c'est bien le soleil, l'exotisme. Alors oui, bon, d'accord, pour une petite semaine, il arrive et il reste 5 ans. Grand amour d'Alger. Et là, il a écrit un livre, et c'est ce livre que j'ai découvert, qui m'a fait découvrir Monterland. Et il a écrit un petit livre d'une 30aine de pages. Il est encore des paradis. Il est encore des paradis. Où sont-ils les paradis aujourd'hui? Il n'y a plus de paradis maintenant, c'est fini. Le monde autour de nous est en train de s'effriter, des guerres partout. Mais les guerres, c'est pas vraiment... C'est pas ça qui abaisse l'homme. C'est cette misère morale dans laquelle on se laisse vivre là-dedans. Tout s'entraîner. Oui. Il est quasiment impossible d'échapper à la déchéance. Elle est générale. C'est comme la gravité, en fait. La gravité, dans tout l'univers, elle ne laisse rien derrière elle. Elle emporte tout. C'est une civilisation y compris les galaxies. Oui, on est dans une civilisation de la déchéance. On y prend goût parce que ça nous déresponsabilise. Hein. C'est l'État, on ne sait pas qui, c'est l'ONU, c'est pas l'ONU. On est là, on vit petitement. On vit dans la petitesse, c'est agréable aussi. Hein. On n'a pas de soucis. Voilà, c'est terrible. Boualem Sansal, vous êtes l'invité exceptionnel de CNews et Europe 1 ce matin. Vous dites que dans la prison, il y a un nom qui se murmure, qui passe les murs des cellules, c'est le nom de Bruno Retailleau.
quand il arrive Ah, au oui, oui. ministère de l'Intérieur. C'est son nom qui arrive jusqu'à vous, parce qu'il y avait, ça véhiculait quoi, un espoir, un ton plus ferme vis-à-vis de l'Algérie. Vous savez, oui, vous savez, un prisonnier, c'est quoi? C'est deux grandes oreilles. On est là parce qu'on est mort. Il faut imaginer que beaucoup de prisonniers sont là pour la vie. Des condamnés à mort, des condamnés à perpétuité, 30 ans, 40 ans. Et là-bas, elle est réelle, la perpétuité. Voilà. Et donc on vit sur les rumeurs. Et on est là, la moindre rumeur prend des proportions colossales. Et bon, et là, tout était négatif. Tebboune, il entre à l'Algérie dans sa propre déchéance. Bon, on est perdu. Puis un jour, on entend une voix. Une voix qui parle fermement, c'est mon copain, nous on se connaît depuis longtemps, mon copain Bruno, ministre de l'Intérieur. Ah, ça y est, il va nous sauver. Parce qu'il a lancé des mesures très fortes et bon, malheureusement, il n'a pas été suivi. Il y avait d'autres démarches concurrentes de celle-ci, c'était de profil, enfin négocier, la diplomatie, ce qui est bon. Hein. Et il faut faire de la diplomatie, bien entendu. Le ministère des Affaires étrangères, c'est fait pour ça. Voilà, il est dans son rôle. Comme le ministre de l'Intérieur est dans son rôle aussi. Hein. Laurent Nunez, mais malheureusement... il est dans son rôle, Laurent Nunez, quand il reçoit son homologue algérien hier à Paris. Oui, pour relancer la coopération. Pour moi, c'est regrettable. Mais pour lui, il est dans son rôle. Il reçoit son homologue. J'aurais voulu, j'aurais cru, et que ça me paraîtrait normal, si Christophe Glaise avait été déjà libéré. C'est ce qu'on a Mais là, donc ils le tiennent encore en otage. Pourquoi vous ne l'avez pas libéré? Puisque vous voulez renouer les relations avec la France et des échanges, là, depuis un mois, on voit bien, ça s'accélère. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Donc ça veut dire que vous êtes toujours dans l'esprit. Je garde quelque chose en main, au cas où Macron, au truc, et nous avons encore une de ces phrases tordues, hop, et on va brandir Christophe. Ça fait que moi, j'y crois pas trop. Les rapports entre la France et l'Algérie pourraient-ils se pacifier un jour, selon vous? Boualem Sansal, qui avait été détenu 1 an en Algérie pour avoir osé écrire des livres et osé les écrire en français. Il ne faut pas poser la question comme ça, parce que l'Algérie, c'est une abstraction. Non, ce gouvernement-là, non. Voilà. C'est ce qu'avait dit, c'est un diagnostic formidable et tout à fait vrai, fait par Xavier Deroncourt. Le gouvernement algérien ne connaît que le rapport de force. Voilà, c'est tout. Et le rapport de force, il a réussi à l'inverser en sa faveur. Donc depuis que Tebboune est arrivé au pouvoir, il a réussi. Le rapport de force est du côté de l'Algérie. La France, pour ces raisons, mais beaucoup d'autres, elle est dans une phase d'affaiblissement, elle cède sur beaucoup de plans vis-à-vis de tout le monde, et pas seulement vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis un peu de tout le monde. Quoi. De sa propre population. Oui, voilà. Oui, regardez ce qui s'est passé hier, c'est pas normal. Oui, ce qui s'est passé, les violences en marge de la victoire du PSG, pour vous, c'est pas normal. Oui, mais je trouve que le gouvernement n'a pas assez condamné cela. Et, oui, ils ont déploré. Mais sommes-nous encore au stade de la déploration? Non, mais c'est l'État qui est en train de s'effondrer, là. C'est parce que en toute occasion, match foot, en toute occasion, il y a une violence volcanique là, qui se déchaîne. Et du coup, ça relève maintenant de l'ordre naturel. C'est naturel que chaque match se termine comme ça. Mais non, c'est pas naturel. Le naturel, c'est que force doit rester à la loi. En toutes circonstances. C'est une partie de la jeunesse française qui dit sa haine de la France, pour vous, Boualem Sansal. Oui, mais on comprend. Il y en a qui n'arrivent pas à s'intégrer, d'abord parce qu'ils ne le veulent pas, ou parce qu'on les empêche, les imams peut-être, leur gouvernement. Vous savez, dans les gouvernements algériens et autres veillent en quelque sorte sur leur diaspora. Ils veulent que les Algériens restent entre eux et qu'ils ne s'intègrent pas. Il faut rompre cela. Il faut faire en sorte que quand quelqu'un s'installe en France, il devienne français. Il n'est pas seulement un habitant du pays. Voilà, derrière, il y a une citoyenneté. Une histoire. Il y a une histoire, oui, on adhère à un récit national, et là, c'est pas le cas. Le séparatisme, le communautarisme, etc., font que, en fait, la France existe-t-elle? Ou il y a peut-être deux France qui sont en train de cohabiter.
Elles le font la plupart du temps peut-être pacifiquement, mais de temps en temps, c'est l'irruption, c'est pas normal ça. Boualem Sansal, votre livre c'est La Légende, sort aujourd'hui aux éditions Grasset. Dans votre livre, vous dites, vous avez des mots très forts sur la religion. Vous dites que dans trop de pays musulmans, l'islam est une chape brutale jetée sur une faillite historique, une manière de défigurer l'expérience sublime de la liberté, ce trésor ultime confié par Dieu aux hommes de bonne volonté. La religion, comme tout le reste, devient une idéologie. C'est comme, je ne sais pas, le communisme au départ c'était un humanisme, un progressisme. C'est ça, c'est le progrès, on s'occupe du peuple, on a mis le peuple au centre du système. Et puis voilà, et les institutions travaillent pour le peuple, pour améliorer sa condition. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a inversé les choses. L'État est au centre et le peuple est au service de l'État. Et la religion, c'est la même chose. Je pense que Dieu a mis l'homme au centre pour que, voilà, il s'occupe de lui-même. C'est la meilleure façon d'être un humain, c'est de s'occuper de soi-même en tant qu'être humain, et pas confier ça ni à ceci, ni à la magie, ni à un magicien, ni à Dieu, ni à Satan. C'est soi-même. Je me confie à moi-même. Et là, la religion se comporte comme une vulgaire idéologie, et l'islam, peut-être plus que les autres religions qui, elles, ils ont fait leur temps, elles ont perdu de leur virulence et de leurs ambitions premières, mais l'islam reste très totalitaire. Je sais pas comment, je comprends pas qu'on soit choqué quand je dis ça. C'est un constat qu'un gamin de 5 ans peut faire. C'est une chape de plomb. L'islam vraiment fonctionne comme une chape. On aimerait qu'il revienne à son récit premier. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est plus qu'une jurisprudence, une loi de plus en plus dure, de plus en plus radicale. Et puis ensuite, qui s'est créé des sous-systèmes, l'islamisme, le salafisme, le wahhabisme, etc., pour contraindre encore de manière plus forte. Et il faut rompre ce cercle-là et rendre l'islam à son récit, voilà. Originel. Boualem Sansal, vous dites dans votre livre, vous racontez le retour à Paris. D'abord, vous réalisez dans l'avion que vous avez été gracié. Et ça, vous dites, mais je ne voulais pas être gracié. Non, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Mais j'arrive pas à vivre cette... Quand j'ai appris au cours de l'été, donc moi j'étais libéré au novembre, au cours de l'été, ça circulait beaucoup en prison, les gardiens me disaient tout fièrement, Boualem, tu vas sortir bientôt, oui. Bon. Et puis quand à un moment donné, on a entendu parler du message du président allemand, etc., j'ai dit, non, c'est pas possible, je vais pas être gracié. Vous ne vouliez pas être gracié, pourquoi? Vous vouliez qu'on rétablisse vos droits? Mais c'est ça, je veux aller devant une vraie justice et qu'on punisse ceux qui m'ont fait cela. Pas seulement, à la limite, je suis libre. Non, mais c'est pas possible. Donc c'était une victoire du président Tebboune. Oui, non, ça c'est pas possible. Donc, donc j'avais écrit au président Tebboune, je lui dis, voilà, monsieur le président, j'apprends je vous informe que je refuse toute grâce. D'office, je la refuse. Si le président allemand qui a demandé un geste d'humanité, si vous-même voulez répondre à cela, faites un nouveau procès avec mes avocats et, si possible, un observateur international ou deux. Voilà. Et là, s'il me condamne, j'accepte. Mais voilà. Mais sinon, comme de toute façon il n'y a rien, je veux être acquitté et éventuellement avec des dommages et intérêts. Et même comme ça, c'est pas fini. Parce que je veux ensuite votre procès. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait pour que... J'ai parlé de la frontière et de ceci, mais je parle comme je veux, je suis libre. Voilà, c'est tout. Et puis d'ailleurs, je ne l'ai pas dit en Algérie, je l'ai dit en France. Justement, en français, et je m'adresse aux Français. En quoi ça vous concerne? Et je suis français. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes algérien réfugié en France ou français d'Algérie? Non, je suis français, point. Français. Oui, donc ils ont désactivé mon passeport. Ça veut dire quoi? Qu'on ne veut pas de moi. Voilà, alors, quel est mon statut alors? En France, je suis français, mais... Donc vous êtes français. Et vous rêvez de retourner un jour en Algérie ou plus du tout? Mais je le veux parce que c'est une de mes libertés. Je veux aller où je veux.
Voilà, c'est tout. Enfin, où je veux. Je peux pas aller en Chine comme ça parce que je le veux. Il faut aussi, dans le cadre des lois, il faut un visa, il faut... Non, mais bien sûr. Évidemment, je vais pouvoir exercer ma liberté dans le cadre des lois existantes. Mais là, en l'occurrence, c'est quoi? Je suis algérien, on m'a enlevé mon passeport. Pourquoi? Donc vous n'êtes pas apatride, vous êtes français. Alors peut-être, oui, oui, heureusement que je suis français, qui me permet d'envisager la suite, c'est-à-dire attaquer M. Tebboune en justice. Boualem Sansal, vous publiez ce livre, effectivement, qui est une ode à la liberté. Au fond, c'est ce qui vous caractérise. Vous êtes un homme libre. Vous avez été blessé par la cabale médiatique qui a entouré l'annonce de la publication de ce livre chez Grasset. Vous avez changé d'éditeur. Ouais. À un moment, vous avez me dit, je vais quitter la France. Évidemment, oui, vous ne le pensiez pas, peut-être? Non, mais franchement, pour moi, c'est une douleur immense. Je sais qu'il y a une cabale, les gens, ils s'en foutent, ils sont peut-être tout à fait heureux que je souffre, tant mieux pour eux. Mais pour moi, c'est une douleur inimaginable. C'est-à-dire que ceux qui m'ont fait du mal, aujourd'hui, se posent en victime. Moi, j'ai pas demandé à venir chez Gallimard. On m'a sorti de prison, on m'a amené à Berlin. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais à Berlin? Pour moi, on me gracie, on me sort en Algérie, je rentre chez moi. À Boumada, je retrouve ma femme. On me jette dans un avion, on m'amène en Allemagne. Quel est mon statut? On ne sait pas. Ensuite, on me met dans un avion, on me ramène à Paris. Et quel est mon statut? Bon, heureusement, je suis français, donc au moins ça. Et puis, je sors de chez Macron, qui m'a reçu très gentiment. Merci, monsieur Madame Macron. Brigitte aussi a été charmante avec ma femme, elle nous a bien reçus. C'était très bien. Et là, on sort de l'Élysée, on m'emmène où? Je ne sais pas. Je suis dans une voiture avec des gendarmes. On m'amène chez Gallimard. Ben, moi, je n'ai pas demandé à venir chez Gallimard, j'aurais voulu être... C'était votre ancien éditeur. Apparemment, il y avait un accord entre Gallimard et l'Élysée, au Quai d'Orsay, je ne sais pas quoi, pour que... Bon. Et puis, je comprends qu'on me dit qu'il ne faut pas parler parce que... il y a une partie difficile avec le gouvernement algérien, Christophe Glaise, et bon, très bien, que je vais modérer mon propos, et je ne parle pas de procès contre Tebboune, etc., etc. Bon. On vous a demandé de vous taire, au fond. Et puis, à un moment donné, subitement, Gallimard nous a hébergés en disant à ma femme, devant le témoin, Jean-Paul Scarpita, qui est mon Olympique, que tout le monde connaît, il dit Boualem, tu es chez toi ici, tu restes tout le temps que tu veux, jusqu'au moment où tu régleras ton problème, etc. Oh, parfait. Mais j'ai toujours été chez moi, chez Gallimard, ce sont mes amis, mes meilleurs amis du monde. Et puis tout d'un coup, ça change. Et puis tout d'un coup, un matin, il me dit j'ai besoin de mon appartement. Ben oui, d'accord, mais quand Donc vous vous retrouvez dehors. Et il me dit tout de suite attends, mais sous huitaine, c'est une expulsion ou quoi? Bon, allez, sous quinzaine. Non, j'ai dit ni huitaine, ni quinzaine, tout de suite. On va partir tout de suite. Et donc voilà. Et donc après, je suis dehors, chômeur, j'ai pas d'argent, mon compte était bloqué, j'ai pas de vêtements, j'ai rien du tout. Et voilà, et là, je remercierai jamais assez mon comité de soutien. Arnaud Benedetti, Noël, Xavier Drioncourt, Jean-Michel Blanquer, Kamel Benchek, et Kamel Daoud, etc., qui sont mobilisés, ils sont occupés de tout. Ils ont couru dans tous les sens pour me trouver un pied-à-terre, pour ci, pour ça. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré Arnaud Lagardère. Blablabla, on discute, tu viens chez nous. De toute façon, je cherche un éditeur. Alors, chez toi ou ailleurs, je cherche un éditeur. Grasset. Voilà. Et puis il me dit, mais compte tenu de ton profil, de machin, à Grasset, tu seras très bien. On me présente Jean-Christophe Thierry, un homme absolument formidable, extraordinaire. Nora, j'arrive. Je suis tombé amoureux de Olivier Nora, en 5 minutes, un vrai éditeur, intelligent. Je lui donne quelques bonnes feuilles de mon truc, il lit. Ah, il me dit, mais c'est formidable. Mais oui, on va publier. Et ben voilà, ça y est, mes problèmes étaient réglés. Et là, ensuite, Gallimard, il se met dans la position de la victime. Mais vous m'avez mis dehors. Et la campagne de en plus, alors il faudrait que je... Alors, on me vide de l'appartement, mais on veut que je reste chez Gallimard. Et l'humiliation entre les deux, vous en faites quoi? Et puis ensuite, la cabale a été amorcée par Jean-Marie Laclatine, qui publie un truc. Il a eu l'élégance quand même de m'avertir. Mais je dis, écoute, Jean-Marie, tu fais ce que tu veux, tu publies, mais toute la vérité. Tu dis pas, Boualem Sansal, discours, il a été acheté 1 million, patati, patata, Bolloré, la bolosphère. Ok, dis ce que tu veux. Mais
dit aussi comment ça a commencé. C'est que Antoine m'a fichu dehors. Vous avez raison de Et que je t'en ai parlé, et que tu es resté pendant 1 heure à m'écouter comme ça, tu étais triste et tu ne savais pas quoi faire. Et ben je te dis, moi je sais quoi faire, je m'en fais. Voilà, c'est tout. Et vous êtes là aujourd'hui et vous publiez ce livre qui est magnifique, qui est un grand livre littéraire et un ouvrage politique, La Légende, aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. D'être venu ce matin sur nos antennes, sur CNews et sur Europe 1. Vivement le prochain livre. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci.